Coucou Ariane, Bonjour. je suis ravie de vous retrouver à nouveau au micro de notre podcast. Oui. Nous avons enregistré un épisode ensemble sur le TDAH. C'était l'épisode numéro 129, qui a d'ailleurs été un grand succès. Pour démarrer, peut-être que je peux vous laisser vous présenter à nouveau pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Oui, ben certainement, je suis psychologue québécoise, ça s'entend, je crois. Et puis, ma pratique est orientée surtout dans l'évaluation des troubles de la santé mentale. Alors, justement, j'ai souvent affaire avec des cas de TDAH, mais aussi des cas d'anxiété, des troubles plus de type dyslexie, dysorthographie ou encore du trouble spectre de l'autisme, là, les neuroatypiques. Et j'ai écrit quelques bouquins, justement, riches de mes expériences en clinique, mais aussi de mes expériences de maman, parce que je vis avec 3 TDAH et une grande anxieuse. Donc, tout ça, ça a mêlé ma pratique et ma vie privée. Et donc, voilà. Super. Si on est aujourd'hui ensemble, c'est pour parler justement d'anxiété. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc vous l'avez dit, vous avez un enfant qui est particulièrement anxieux. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à travailler sur ce sujet-là? Oui, en fait, je vous dirais que c'est autant par envie et intérêt que par obligation, parce que c'est vraiment un fléau, là. Actuellement, dans notre société, il y a de plus en plus de gens anxieux. Ça rejoint les enfants de plus en plus jeunes. Alors, je ne pouvais pas être une bonne praticienne sans considérer, sans m'intéresser à l'anxiété. Alors, c'est principalement la raison là, qui fait en sorte que j'ai poussé mes recherches à ce niveau-là. Vous dites de plus en plus jeune, ça peut démarrer à quel âge l'anxiété? Et ben, en fait, ça démarre très, très jeune, là. On va considérer qu'il y a des bébés même qui présentent des traits d'anxiété. Bien entendu, la forme est nettement différente de ce qu'on retrouve chez les enfants un petit peu plus vieux. Mais disons des troubles anxieux qu'on ne voyait pas avant. On pense par exemple à de l'anxiété de performance ou de l'anxiété plus généralisée. On voyait pas ça avant de façon régulière chez les plus petits. Maintenant, c'est quelque chose qui est plus fréquent, là, qu'on rencontre plus fréquemment en clinique. C'est dingue. Est-ce que Oui. vous pourriez redéfinir ce qu'est l'anxiété et le stress? Je ne sais pas s'il y a une différence Ah, il y notable en a entre les une. deux. Ben, en fait, il y en a une, je dirais qu'elle est quasi théorique, là. Le stress, c'est vraiment quand on est soumis à une menace dans notre environnement et donc que notre cerveau déclenche l'alarme pour que notre corps se mobilise pour être prêt à combattre, fuir ou ben, il y a une dernière stratégie qui est de geler, là, mais elle est de moins en moins répandue, cette stratégie-là. Ou en fait, je vous expliquerai tantôt. Mais donc, le stress, c'est quand vraiment la menace est là, présente dans l'environnement, alors que l'anxiété, on est dans l'anticipation de cette menace-là. Donc, dans un cas d'anxiété, on n'est pas nécessairement soumis à quelque chose qui est dangereux dans notre environnement, mais on anticipe que ça pourrait arriver ou on imagine que ça va arriver et les réactions physiologiques qui en découlent sont les mêmes. Je vous dis que c'est plutôt théorique parce que il y a des gens, en fait, les réactions et le senti est très semblable. Bien entendu, si on est soumis à un stress réel, donc si par exemple vous êtes dans votre voiture et que là, ça fuse de toutes parts, il y a des voitures qui affluent, le trafic et vous êtes inquiète, à ce moment-là, vous êtes stressé, alors que si le flot de circulation est beaucoup plus fluide, vous allez peut-être ressentir les mêmes sensations, mais on va nommer que c'est de l'anxiété parce que le danger, il n'est pas là, il n'est pas réel. Mais vous voyez que dans la vie d'une personne, là, quand ça la submerge, ces impressions-là ou ces sentiments-là, elle n'a pas le temps de se poser la question, est-ce que c'est du stress ou de l'anxiété? Est-ce que j'ai raison ou pas? Donc, les affectations sont les mêmes quand même, sont ressenties avec la même intensité là, pour une personne. Hmm. Pourriez-vous revenir sur les réactions physiologiques que cela génère? Oui, en fait, vous savez, le stress et l'anxiété, là, ce sont à la base là, des très bonnes réactions, des réactions qui assurent notre survie. Alors, si vous faites face à une menace dans votre environnement, les réactions que ça occasionne, votre système d'alarme se déclenche, si on veut. C'est déclenché par une partie de votre cerveau qui commande à vos muscles de pomper le sang pour être capable là, de se gonfler et d'être fort, d'être puissant, encore une fois, pour combattre ou pour fuir. Votre respiration aussi va s'accélérer pour amener le sang à circuler plus vite dans votre organisme. Tout ce qui est les fonctions qui ne sont pas
comment dirais-je, vitales à ce moment-là, comme par exemple la digestion, ça va cesser, ça va arrêter à ce moment-là et le sang va se retirer de votre estomac. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir une sensation de papillon au ventre. Vous allez aussi, le sang va aussi se retirer de vos extrémités ou de votre visage. Alors, vous allez devenir blanc. Les joues vont vous picoter et vous allez avoir les mains froides, les pieds froids. Donc, c'est les réactions qui sont en fait essentiellement observées et qui permettent, encore une fois, de se mobiliser là, pour contrer la menace. Très clair. J'ai une question. Est-ce qu'on peut naître anxieux ou est-ce qu'on le devient? En fait, il y a une correspondance génétique, une incidence génétique sur l'anxiété, mais ce n'est pas aussi clair que dans d'autres troubles. Tu sais, si on pense par exemple au TDAH, c'est un trouble génétique à environ 80%. L'anxiété, ce n'est pas aussi en ligne droite. Donc, oui, il y a un cumul de gènes et de conditions qui font en sorte qu'un enfant peut naître anxieux, mais la littérature n'est pas aussi claire sans équivoque là, à ce sujet-là. Cependant, on sait qu'il y a des gens qui ont un profil anxieux. Donc, peu importe ce qui va leur arriver dans la vie, qu'ils soient soumis ou non à des stress, qu'ils soient soumis ou non à des conditions d'adversité, par exemple dans la petite enfance, vont avoir ce tempérament-là anxieux, alors que d'autres, c'est vraiment très épisodique. Ils vont rencontrer ils vont avoir des moments d'anxiété dans le parcours de vie, sans nécessairement le présenter justement des traits de personnalité qui correspondent à un profil anxieux. Hmm. Et est-ce que vous avez l'impression que les enfants et les ados souffrent aujourd'hui plus d'anxiété qu'avant? Définitivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de notre rythme de vie qui est responsable de ça. Tout d'abord, si on pense à la quantité d'informations qu'on doit traiter dans une journée, notre cerveau, et c'est une super machine, notre cerveau, mais je ne suis pas certaine qu'il soit aussi, en fait, que ce soit adéquat qu'on traite autant d'informations dans une journée, qui nous viennent à travers différentes sources, bien entendu, mais notamment tout ce qui est médias, tout ce qui est, voyons, appareil numérique nomade, par exemple. Et donc, ça fait en sorte que cognitivement parlant, on est constamment dans un état de surcharge. Vous voyez, la différence est immense là, par rapport à 100 ans, disons, où on avait des conversations avec les gens, où on réfléchissait dans notre esprit et où, dans le meilleur des cas, on écoutait peut-être 1 heure de télévision par jour, là, puis encore. Donc, on est complètement dans un autre univers par rapport à ça. Et ça, c'est très drainant sur le plan justement cognitif. Donc, oui, ça va générer, ça va fragiliser les enfants et les ados face à l'anxiété. Donc, quand on regarde un ado anxieux, la première réaction, je crois, autant des parents que des professionnels, c'est d'aller se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il ressente cette anxiété-là. Mais on néglige souvent de faire le tour du jardin, donc d'aller voir comment est son hygiène de vie, à quoi il est soumis dans une journée. Donc, c'est comme si on focus sur la personne anxieuse en se disant, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là? Et on oublie de faire le tour de l'environnement de l'individu. Et il y a beaucoup de réponses dans cet environnement-là. Donc, je reviens, là, mais les sources d'information qui nous bombardent, pardon, les stimuli, autant auditifs que visuels, le rythme effréné, on n'a pas le temps de se poser et c'est demandé maintenant. Antérieurement, par exemple, vous savez, il y a quelques années, j'ai assisté, ça me vieillit ce que je vous dis là, j'ai assisté à l'arrivée du fax. On trouvait ça fantastique. Tu sais, j'étais jeune à l'époque, je travaillais dans un bureau, puis on se disait, oh mon Dieu, mais on n'aura plus besoin d'aller chercher les documents. Les gens vont pouvoir nous les envoyer, nous les faxer. Là, maintenant, on envoie des courriels un samedi soir pour le travail, puis on s'attend à ce que la personne concernée nous réponde, là. Donc, maintenant, c'est la norme. Ce n'est plus l'exception d'aller aussi vite, c'est la norme. Alors, tout ça, ça contribue malheureusement là, à développer des traits anxieux chez une population de plus en plus jeune. Hmm. Vous avez parlé notamment de bébés anxieux. Comment cela se fait-il? Ben, en fait, ça, c'est pas d'hier, là. Ça. Peut-être que notre rythme de vie collabore à ça aussi, mais en fait, comme je vous disais, il y a des bébés qui ont profil anxieux en soi, et donc là, il faudrait que je sorte mes théories psychodynamiques pour vous expliquer, mais en fait, il y a des enfants pour qui la séparation avec la figure d'attachement va être beaucoup plus anxiogène que pour d'autres, et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais donc, on va souvent s'apercevoir que ces enfants-là, on les appelle les babies,
des bébés aux besoins intenses. Donc, ce sont des enfants qui vont beaucoup plus pleurer ou être beaucoup moins réactifs à l'environnement, là, aux gens qui leur sourient ou aux gens qui essaient d'interagir avec eux. Donc, c'est souvent ce qu'on va retrouver là. Hmm. Est-ce que vous pensez que le système scolaire contribue à cette augmentation d'anxiété chez les jeunes? Oui et non, c'est-à-dire que je voudrais surtout pas blâmer les enseignants qui font de leur mieux avec les moyens du bord. Mais oui, le fait que les classes sont plus nombreuses, encore une fois, la technologie dans les classes augmente, donc le rythme de présentation des informations est plus accéléré. Et les enfants passent beaucoup plus d'heures maintenant aussi à l'école qu'auparavant. Alors maintenant, il n'y a plus juste l'encadrement scolaire, il faut considérer aussi le milieu de garde en milieu scolaire. Donc. Et vous savez, je m'en ai dire pour le plaisir, mais en fait, pour l'information que ça apportait, il y a une de mes étudiantes qui a suivi un groupe d'élèves du primaire pendant une journée et elle a pris en note le nombre de fois où les enfants recevaient une consigne de se dépêcher. Et dépendamment, en fait, elle l'a fait l'expérience à plusieurs reprises, là, mais ça dépasse les 70-80 fois par jour. Donc, dépêche-toi, on doit aller au dîner, dépêche-toi, on doit sortir pour la récréation, dépêche-toi, on doit rentrer de la récréation. Alors, ce rythme-là, ces conditions-là de vie commune dans le milieu scolaire, c'est sûr que c'est nettement différent, encore une fois, si on pense à l'école de campagne, il y a quelques centaines d'années, qui accueillait les enfants quand ils arrivaient, et puis ils partaient quand ils devaient partir, ou à peu près, là. C'était quasi optionnel. J'exagère, mais vous voyez, je caricaturise, mais l'idée, c'est de dire, bien entendu, cette vie-là en société, même chez les enfants d'âge primaire, là, c'est effectivement anxiogène. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du stress lié aux examens qui touche beaucoup de jeunes, j'ai l'impression? Le stress lié aux examens, là, c'est effectivement un fléau de plus en plus important. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est véritablement l'examen qui est en cause ou encore une fois, c'est notre rythme de vie? C'est comme dire, je vous fais la comparaison, là, c'est comme si vous me disiez, Ariane, quand je mange la sauce tomate, je remarque que j'ai de plus en plus mal au ventre, mais que vous ne me parliez pas des 8 cafés que vous prenez aussi par jour. On ne peut pas isoler un élément puis dire, ah ben voilà, c'est ça qui crée de l'anxiété chez les enfants, ils sont de plus en plus anxieux par rapport à leur performance. Je le répète, maintenant, la performance est attendue dans notre société. Alors, c'est pas nécessairement parce que les parents sont de plus en plus exigeants envers leurs enfants et qu'ils demandent à ce que des notes soient plus élevées, ou c'est pas parce que les enseignants, euh, dans le même esprit, ont des attentes plus élevées envers leurs élèves. Moi, je crois que notre société devient plus performante, a des exigences plus élevées. Alors, les enfants qui observent leurs parents, qui ne prennent jamais de pause, qui ne se déposent jamais dans leur canapé le soir venu, qui sont toujours en action, toujours en train de répondre à un courriel ou de prendre un appel ou de faire ci et faire ça et de les reconduire à la pratique de hockey, de ballet, de soccer, peu importe. Donc, ils sont toujours dans le mouvement rapide, dans l'exigence élevée. Les enfants observent ça et comprennent que c'est le modèle à atteindre, que c'est l'idéal à atteindre. Donc, eux, quand ils se retrouvent dans leur propre environnement scolaire, leur rendement en est affecté en ce sens où il y a cette pression-là qui vient avec cette image-là, le parental, je crois. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Je ne prétends pas avoir la vérité ou la réponse absolue, mais je pense que c'est des pistes de réflexion sur lesquelles on aurait intérêt à se pencher parce que malheureusement, on ne veut pas créer une société où les gens sont incapables d'accéder à un certain bien-être intérieur à cause de cette pression-là de performance. Bien sûr. Comment, en tant que parent, est-ce qu'on peut se placer pour essayer de limiter cette anxiété chez nos jeunes? C'est drôle parce que souvent, en consultation, quand je fais cette réflexion-là avec les clients, les gens me disent, oui, mais là, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je dois devenir moins performant? Est-ce que je dois... Ben, non, pas nécessairement. Mais c'est toujours dans l'explication qu'on fournit. En fait, faut donner sens à ce que notre enfant voit et justifier ou plutôt, j'ai envie de dire, quasi banaliser. Si, par exemple, votre enfant vous observe toujours en mouvement, toujours en train de réaliser des tâches et d'être actif, mais qu'en parallèle, vous
vous lui parlez et puis vous lui dites que en fait, vous êtes dans le plaisir ou que vous pourriez choisir autrement, mais que ça vous tient à cœur. Alors, vous faites ce choix-là de travailler tel soir ou de répondre maintenant ou de... La perception qu'il va en avoir va être très différente. Maintenant, bien entendu, si c'est pas authentique, si c'est pas véritablement ce que vous croyez et que vous-même, vous êtes pris dans un tourbillon infernal euh, auquel vous avez du mal à vous soustraire, ben là, on est ailleurs, là, on est dans d'autres choses. Va falloir d'abord vous concentrer sur vous-même parce que, un peu comme dans les avions, là, on dit on met d'abord le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur l'enfant. Il faut d'abord prendre soin de vous en premier lieu. Mais n'empêche, si votre enfant est observateur de ça et que vous le faites dans l'allégresse ou dans le plaisir ou par choix, c'est important de le nommer parce que c'est pas des indices qui sont nécessairement détectables à l'œil nu. Alors, et puis, des fois, même si ça vous fait plaisir ou si vous avez choisi consciemment de faire un emploi qui vous demande d'être constamment vigilant, alerte, de répondre sur le champ, il est possible qu'en certaines occasions, ça vous plaise moins, là, que ça vous tente moins ce soir-là d'avoir bon, cette réponse-là. Euh, ça reste que si vous donc donnez cette explication-là à votre enfant, il va être capable de relativer et de voir que bon, ça se peut qu'un soir, là, on soit moins disponible, mais essentiellement, j'aime mon travail, j'ai envie de ça dans ma vie, etc. Ça peut relativer les choses, là, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels les parents doivent être particulièrement vigilants sur des signes inquiétants d'anxiété chez leurs enfants? Je trouve que les gens vont parfois avoir une réponse trop rapide par rapport à l'anxiété, en ce sens où oui, c'est vrai que c'est un fléau et plein de jeunes en vivent. Cependant, l'anxiété, jusqu'à un certain point, c'est normal et souhaitable. C'est-à-dire que ça nous aide à nous mobiliser, ça nous aide à devenir plus performants. L'absence totale d'anxiété, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si votre jeune n'est totalement pas anxieux la veille de son examen, posez-vous des questions. C'est pas souhaitable. Vous voulez qu'il soit un tout petit peu anxieux. Et puis c'est drôle hein, parce que j'ai des parents d'ados qui viennent me voir et qui me disent bon ben comment je fais pour le rendre plus anxieux parce que clairement il faut qu'il se mobilise davantage. Alors mais donc c'est ça, c'est souhaitable que l'enfant vive ou l'enfant ou l'ado vive une certaine dose d'anxiété. Par contre, là où vraiment il faut sonner l'alerte, c'est lorsque cette anxiété-là devient trop souffrante ou paralysante. Donc, il y a un point de rupture. L'anxiété nous aide à devenir plus performants, plus vigilants, plus alertes, plus mobilisés, jusqu'au point de bascule où là, ça devient l'inverse. L'anxiété nuit à la performance, nuit au bien-être. Et c'est ce point-là qu'on ne veut pas atteindre ou sur lequel on veut reculer là, si on l'a atteint. Mais c'est très important de dire aux parents, en fait, ne soyez pas constamment dans l'hyperprotection parce que si vous sentez votre enfant anxieux, c'est peut-être une bonne chose, premièrement, et deuxièmement, il est peut-être en train de se développer lui-même ses stratégies pour apprendre à gérer ça. Ça, c'est très bon en soi. Maintenant, effectivement, s'il y a de la souffrance ou s'il y a une rupture de fonctionnement, j'entends par là un enfant qui refuse d'aller à l'école, qui a mal au cœur, qui a mal au ventre, qui ne dort pas bien, etc. Ben là, à ce moment-là, évidemment, il faut intervenir. Un enfant qui ne veut pas aller à une fête d'amis, qui ne veut pas s'inscrire dans un groupe sportif parce que son anxiété prend trop de place, oui, là, il faut intervenir. Mais un enfant qui pose beaucoup de questions, qui veut savoir d'avance ce qui vient, qui va montrer des signes, par exemple, d'hésitation, on est encore dans une zone confortable. Pas nécessairement pour lui, là, on s'entend. Il y a à apprendre à gérer cette difficulté-là. Mais en soi, ça fait partie des apprentissages de la vie et c'est une bonne chose qu'il le fasse. Donc, à ce moment-là, on ne vient pas nécessairement euh, le soustraire de ces conditions-là. Au contraire, là, il est en train de développer, il lève des poids, là, puis il développe ses muscles. Il faut que ça fasse mal un peu. Ça va, c'est correct. Vous voyez? Et quand on arrive au point de bascule où vous disiez que les parents devaient intervenir, Oui. comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Bien, évidemment, ce ne sont pas tous les parents qui sont outillés pour apprendre à gérer l'anxiété. Parfois, les parents eux-mêmes sont anxieux. Hein? C'est souvent, en fait, on observe très souvent ça. Alors, ils peuvent, bien entendu, faire appel à des professionnels. L'idée, encore une fois, c'est de venir travailler beaucoup, beaucoup sur les perceptions. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que vous évaluez une situation comme anxiogène et qu'une autre personne qui est soumise à la même situation n'a pas cette anxiété-là, ben c'est votre perception de la menace du danger. Alors, si par exemple, disons que je prends la parole comme ça dans un podcast pour une première fois dans ma vie, il est possible que je sente beaucoup d'anxiété parce que
je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, je ne sais pas comment ça va se dérouler, je doute de mes compétences pour une multitude de raisons, donc je pourrais développer des symptômes d'anxiété. Maintenant, si je refais cette expérience-là à plusieurs reprises, que je suis soumis de façon régulière à la même expérience, nécessairement, mon cerveau, qui, de prime abord, a déclenché un système d'alarme, a déclenché le système d'alarme, va calmer le jeu en se disant, ben, ça fait plusieurs fois qu'on vit cette expérience-là, il n'y a rien de dramatique qui se passe, je me rends compte que le danger n'est pas réel, alors, bon, ben, la prochaine fois, je vais me taire. C'est ça, donc le traitement d'anxiété, c'est beaucoup dans l'exposition comme ça pour faire comprendre au cerveau que ce que tu perçois est une menace, c'en est pas une. Donc, on peut faire cet apprentissage-là par la mise en branle de l'expérimentation, mais on peut aussi faire cet apprentissage-là à travers les croyances et les conditions, donc en remaniant les croyances, en semant le doute chez la personne anxieuse pour qu'elle envisage d'autres réponses possibles. Mais encore là, une fois, je reviens toujours en disant, les parents ne sont pas les meilleurs pour faire ça parce que souvent, ils sont eux-mêmes anxieux et parce que c'est très souffrant de voir son enfant en souffrance. Donc, tu sais, la tendance naturelle du parent, là, c'est d'essayer d'alléger cette douleur-là, cette souffrance-là. Et là, c'est là que ils viennent involontairement gâcher le processus, là. Ils viennent soustraire l'enfant à son élément, son environnement anxiogène et de ce fait, ben, il contribue à ce que la prochaine situation semblable soit encore plus anxiogène pour l'enfant. Alors, c'est une bonne idée de se faire aider. Justement, ça me fait penser à un cas qu'on voit beaucoup, nous, dans les écoles de ma famille, de jeunes qui arrivent en phobie scolaire. Mhm. Je suppose que là, on arrive au point justement de l'anxiété qui a atteint peut-être même un point de non-retour. Je sais que pour certains de ces jeunes, c'est très 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 compliqué de retourner dans n'importe quel établissement scolaire. Oui, la phobie scolaire, en fait, c'est une forme d'anxiété sociale notamment. Et puis, c'est très difficile quand on est rendu en situation de phobie scolaire parce qu'il y a de l'évitement qui est très bien ancré, si on veut, là. Donc, le jeune refuse systématiquement, là, même si on propose des adaptations dans son milieu scolaire, il voit ça comme une montagne. Et à ce moment-là, ça peut être difficile là, de le ramener vers une scolarisation là, dans le milieu académique, là. Alors, souvent, il y a des parents qui vont choisir, dans ces conditions-là, de scolariser à la maison, ce qui n'est pas nécessairement une bonne réponse, malheureusement, là. Des fois, ça va être utile et pratique pour un temps, pour, encore une fois, venir travailler l'anxiété, calmer le jeu un peu, rendre l'enfant plus disponible et plus capable de prendre ses moyens si on veut le retourner en classe. Mais il faut être très vigilant à ça parce que on peut augmenter encore une fois l'anxiété en le retirant de ce milieu-là, là. Hmm. Qu'est-ce que vous pensez des angoisses nocturnes? Je sais que c'est une question qu'on nous a souvent posée aussi pour des enfants qui se réveillent la nuit et qui ont des Qui font des angoisses terreurs. terribles. Oui, qui Ouais. font des terreurs nocturnes, effectivement. Ben, là, en fait, les terreurs nocturnes, des fois, vont être liées à des situations anxiogènes dans la journée. D'autres fois, ça va être beaucoup plus compliqué de déceler qu'est-ce qui vient de se passer parce que la situation anxiogène a eu lieu il y a plusieurs jours ou n'a pas eu lieu, est imaginée. Les terreurs nocturnes, c'est un volet, comment dirais-je, on ne le traite pas comme l'anxiété qu'on traite de façon diurne. Alors, on va aborder ça en essayant de calmer l'enfant et en le retournant dans son sommeil, mais à ce moment-là, il n'est même pas disponible, là, il est pas conscient d'avoir les yeux ouverts. Des fois, ça donne un esprit un peu démoniaque à la situation, là. Mais donc, voilà, on va traiter ça vraiment de façon très différente. Hmm. Et vous donnez pas des conseils et astuces autour, par exemple, je sais qu'on voit beaucoup de choses autour de la respiration, de la méditation, notamment lorsque l'anxiété devient inconfortable pour les enfants. Est-ce que vous, c'est des choses que vous mettez en avant? Tout à fait. Encore une fois, comment dirais-je, la mise en garde que je donne cependant, c'est qu'on n'applique pas ces stratégies-là quand on est en pleine crise d'anxiété. C'est comme dire, on n'apprend pas à naviguer quand il y a la tempête sur l'océan, là. Alors, et puis souvent je fais la blague, mais c'est pas totalement faux. Le demander à un enfant de faire des exercices de respiration, s'il n'a pas pratiqué d'avance et qu'il est anxieux, il va s'auto-ventiler, il va s'hyperventiler, je devrais dire. Alors, il faut pratiquer ces stratégies-là. Donc, ce sont des techniques et des stratégies qui sont bonnes à appliquer en amont. On va chercher à se calmer à travers le yoga, à travers la méditation, à travers les exercices de respiration. Et s'ils sont bien ancrés et qu'on sait bien les utiliser, à ce moment-là, il n'y a pas de malaise à les utiliser pendant la situation anxiogène. C'est juste que
souvent les gens vont suggérer aux enfants qu'ils voient là, être en réactivité extrême, là, de respirer, par exemple. Je dis tout le temps, non, non, là, ça, c'est pas aidant, là, c'est quasi nuisible. Alors, faut d'abord ancrer ces stratégies-là. Mais oui, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie et ça fait partie un peu, comme je vous disais, quand on fait le tour du jardin et qu'on regarde les conditions dans lesquelles l'enfant anxieux vit, il faut s'interroger, est-ce que c'est un enfant qui a la chance de se déposer, de faire ce type d'exercice-là ou toute autre forme d'activité physique aussi qui est très libérateur, là, qui est qui est anti-anxiété, en fait. C'est important de faire ce travail-là et d'installer ces pratiques-là si ce n'est déjà fait, là. Mmh. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est que vous essayez aussi beaucoup d'expliquer aux jeunes et aux enfants les choses. Et je sais que vous avez dédié un ouvrage sur comment expliquer l'anxiété Oui, aux enfants. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter là-dessus pour qu'on arrive bien, nous, en tant qu'adultes, à les accompagner sur ce point-là? en fait, là, pour moi, c'est de la psychopédagogie, c'est-à-dire que je veux que les enfants comprennent qu'est-ce qui se passe pour eux, parce que déjà, savoir que l'anxiété, c'est mon système d'alarme qui se déclenche dans mon esprit, qui évalue mal une situation dangereuse, déjà là, je trouve que ça normalise, voire banalise les situations anxiogènes, et puis aussi comprendre que les réactions physiologiques, elles peuvent faire peur quand on les vit, mais elles ne sont pas dangereuses. Donc, ça, c'est un apprentissage qui va déjà calmer, je crois, l'anxiété. Et puis d'autre part, bon, dans le bouquin, on a aussi des trucs et stratégies, des questionnements où on amène l'enfant à observer ses propres symptômes anxieux et des stratégies donc pour l'amener à déjouer sa propre anxiété. C'est important que les enfants soient très alertes par rapport à, en fait, comprennent bien ce qu'ils vivent, parce que je suis convaincue que déjà là, on a un pas d'avance quand on comprend ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup moins, en soi, ça devient moins anxiogène. Alors, aux parents, je leur dirais oui, n'hésitez pas à faire de l'enseignement à vos enfants par rapport à ce que c'est l'anxiété, parce que ça peut être utile sur plusieurs plans, là. Mmh. Et vous pensez qu'on peut démarrer jeune ces explications? Tout à fait. En fait, avec un langage approprié, là, vous savez, un système d'alarme où vous pouvez illustrer ça en disant, ben, c'est comme l'alerte chez les pompiers. Ou alors, très jeunes, les enfants peuvent comprendre ça et justement, très jeunes, ils peuvent aussi appliquer des stratégies. Et les enfants en ont des stratégies spontanément et naturellement. Ça aussi, il faut miser là-dessus, c'est-à-dire que des fois, ils vont devenir envahis par leur anxiété et là, ils sont plus réceptifs, peu importe à ce qu'on va leur proposer. Là, ils ont besoin de vivre la crise, puis après, ils se calment. Mais il y a certains moments où vous allez voir votre enfant devenir un petit peu réactif. Et là, ça ne montera pas trop haut, cette réactivité-là, et il va être capable par X stratégie ou moyen de se ramener lui-même. Et là, en pointant ça, en disant, ah, tu vois, cette fois-ci, tu as été capable de te ramener, tu as été capable de te calmer toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête? Encore là, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais être capable de mettre en lumière que parfois, certaines de ces stratégies sont efficaces. Donc, ces stratégies-là, on a intérêt à les investir et à les réutiliser dans l'avenir. Donc, c'est comme si on part de ce que lui a déjà comme équipement pour faire fleurir ça. Ça aussi, c'est très rentable quand on investit de cette façon-là là, dans ce qu'on observe. Donc, voilà. Très clair. Bon, on arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux adultes qui nous écoutent et qui ont des jeunes, des enfants qui sont anxieux autour d'eux? Est-ce que vous auriez un dernier message à leur faire passer? Ben, en fait, je vais répéter un message parce que c'est super important. Je vais vous dire, faites attention à la surprotection. L'enfant anxieux, là, par définition, là, on a envie de le couver, de le protéger, de l'apaiser. Et ce faisant, on ne lui rend pas service. Alors, prenez une grande inspiration, parents, et parlez-vous dans votre tête et essayez, autant soit-il, de le laisser développer, déployer ses ailes sans le couver davantage. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez réussi à faire avec votre enfant? Je sais, c'est une lutte quotidienne. Je sais, oui. En fait, là où je trouve que je manque à mes propres paroles, c'est que souvent, je vais arriver, elle va me proposer, par exemple, elle va m'amener une situation où elle a ressenti l'anxiété et je vais lui proposer des solutions. Ah, mais tu vois, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, etc. Et des fois, je me rends compte que mes solutions, c'est pas ça qu'elle veut. Elle a besoin de ventiler et elle a besoin de trouver ses propres solutions. Alors, maintenant, je comprends
que je dois rester un pas derrière et je me parle beaucoup pour ce faire. Mais j'y arrive, j'y arrive. C'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, exact. Super, et ben merci Ariane pour tous ces conseils, c'est précieux. Ça me fait J'invite plaisir. vraiment les auditeurs à regarder vos ouvrages qui sont très très bien réalisés. Si je ne me trompe pas, sur l'anxiété, il y en a deux. Oui, Il y a l'anxiété, la boîte à outils, stratégies et techniques pour gérer l'anxiété. Et il y a aussi l'anxiété racontée aux enfants. en fait, il y a aussi Stress et anxiété pour les adultes. Donc, celui-là, c'est un autre bouquin qui s'adresse vraiment aux adultes anxieux. Ouais, Alors, c'est bien. voilà, Et comme on l'a vu, en plus, ça concerne tout le monde. n'est-ce pas? Merci Ariane. Ça fut un plaisir. Bonne journée. À bientôt.